de retour sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Juste avant de retrouver Eric et son point stratégique, on fait un détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui cède 0,43% à 6725 points en l'attente du rapport NFP qui sera publié tout à l'heure à 14h30. Désormais, il est temps de retrouver le président de Valcan Expertise pour un point macro-micro géopolitique de la semaine écoulée. Bonjour Eric. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Eric, vous êtes donc président de Valcan Expertise. Quel bilan vous dressez de la semaine, Eric ? C'est un bilan positif à nouveau, on continue à progresser de l'ordre de 1%, on était à 2% la semaine précédente, 1% cette semaine. C'est un phénomène donc clairement établi de trend following maintenant, c'est-à-dire que le marché est alimenté par sa propre hausse, ce qui est un phénomène assez classique finalement. Et au-delà donc de ce phénomène purement technique, on a une baisse de l'euro. L'euro qui vaut 1,05 ce matin, il a touché 0,96 il y a 2 mois, un mois et demi. Donc c'est un mouvement très important dont on reparlera probablement dans le futur. D'accord, très clair. Merci Eric. On va passer aux actus que vous avez sélectionnées pour nous avec un gros focus, une dominante monétaire. On va commencer avec l'inflation. L'inflation en zone euro qui peut-être atteint son pic en octobre dernier. L'inflation, c'est effectivement le sujet, c'est ce qui intéresse le plus les investisseurs actuellement, puisque évidemment on avait étaient tous contrariés par le développement de la hausse des prix. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, et conformément aux attentes, je crois que là-dessus, il n'y a normalement pas de grosse surprise, mais la réalité est bien là et elle a marqué cette semaine. On a donc une inflation qui semble maîtrisée en zone euro avec un chiffre de l'IPCH qui a été publié par Eurostat à 10% contre 10,6%. Alors 10, ça reste un chiffre quand même gigantesque, gigantesque mais c'est moins que 10,6, donc c'est plutôt favorable. Ça montre que quelque part on est en train de maîtriser un petit peu l'hydre inflationniste, comme on l'a appelé à une certaine époque, et donc ceci est bien sûr plutôt favorable pour les marchés. L'hydre, c'est cette fameuse bête dont on coupe la tête et qui repousse systématiquement. Oui. Ok, donc oui, effectivement, 10%, ça reste quand même gigantesque. On va basculer toujours sur cette notion d'inflation aux États-Unis, où là, très franchement, l'inflation baisse, c'est évident. Alors, il y a toujours des querelles d'experts sur les bons indicateurs. Le vrai expert, c'est la Fed, manifestement. En tout cas, c'est celle qui fait la pluie et le beau temps, manifestement, sur le marché. Les marchés mondiaux. Oui. Et donc, la Fed, elle regarde l'indice PCE, donc le Personal Consumption Expenditures, donc, qui est un indice qui prend en compte donc, les dépenses du consommateur, comme son nom l'indique, et qui serait donc plus pertinent que le CPI, donc le Consumer Price Index. Alors bon, après, on ne va pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, le PCE a atteint 6% au lieu de 6,3%, ce qui est quand même aussi un début de repli. Et le core PCE, donc le PCE en dehors donc, de ces variables les plus volatiles, atteint 5%. Donc entre 5 et 6, c'est bien sûr un début d'amélioration, et ça, bien sûr, cela constitue aussi une bonne nouvelle pour le marché. C'est très, très évident. Et donc tout ça, cet indicateur PCE, très probablement dans les mains de Jérôme Powell un peu avant les marchés. Du coup, Jérôme Powell a évoqué un éventuel ralentissement de la hausse des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine. C'est évidemment une bonne nouvelle, même si tout le monde le savait, ça fait 15 jours, 3 semaines qu'il en parle. Alors oui, au Brookings Institute, ou à la conférence de laquelle M. Powell participait, il a eu l'occasion de rappeler effectivement ce qui, je pense, peut paraître assez évident, notamment au vu des derniers chiffres de l'inflation, que les prochaines hausses de taux seront peut-être moins fortes que les précédentes, c'est-à-dire qu'on sera à 0,5 ou 0,75, ce qui a créé donc un phénomène assez impressionnant de rebond des actions américaines mercredi soir, avec un Nasdaq qui a terminé en hausse de 4%, le S&P et Dow Jones entre 2 et 3%. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant de simplement voir que effectivement la Fed fait le job, comme on dit, et c'est vrai que tout laisse paraître
qu'il le réussit. Et donc c'est bien sûr pour cette raison que le marché considère cette nouvelle comme positive, comme nous aussi d'ailleurs, puisque cela démontre qu'on va avoir donc une fin de hausse de taux dans l'année 2023, on ne sait pas quand exactement, mais ceci est bien sûr plutôt positif, en dérivé de dérivé en quelque sorte, mais évidemment la politique monétaire américaine est toujours défavorable. Complètement. Enfin, on a si on regarde le niveau des taux d'intérêt américains sont à quasiment 5%. Alors c'est pas un plus haut historique, mais c'est quand même très important. Ça freine nettement l'activité. Ça freine l'économie, mais dans la mesure où c'est dans les prévisions, les anticipations de marché, on considère que c'est quelque chose de plutôt positif. Ok, très clair. Merci Eric. On va finir votre tour de l'actualité par l'Asie, par la Chine et par ces troubles qui ont secoué notamment Foxconn, l'usine partenaire d'Apple, avec des révoltes importantes et réprimées dans le sang et qui sont en train de se propager à l'ensemble du pays. Alors oui, c'est la seule nouvelle, je dirais, négative de cette semaine, avec donc ces mouvements de foule, ces manifestations qui ont dégénéré, dans certains cas malheureusement, dans l'usine Foxconn. Bon, ça nous rappelle un certain nombre de choses. La première, c'est que Foxconn, c'est quand même un sous-traitant d'Apple, donc c'est quand même très important, et c'est vrai qu'on a du mal à bien comprendre comment finalement la Chine alimente les profits des majors américaines de la technologie dans un contexte qui est un peu chaud en termes géopolitiques. Donc c'est vrai que ça nous rappelle combien il y a un lien très fort entre les États-Unis et la Chine, quoi qu'on dise, via donc cette sous-traitance et via la production hardware qui est faite en Chine par des esclaves qui travaillent comme des mules et pour rien, enfin bon, on le sait bien. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est de revenir sur la situation sanitaire chinoise. Et cette situation sanitaire, elle est toujours compliquée. Parce que si effectivement la Chine veut continuer sa politique zéro Covid, on va continuer donc de limiter la croissance chinoise et donc ça va continuer à avoir un effet négatif sur le scénario de marché. C'est un premier point. Si la Chine veut, sous la pression populaire, réduire les confinements et réouvrir son économie, elle s'expose à une explosion de l'épidémie. Des cas. Une vraie explosion qu'on a rarement vue en fait dans le monde. Une vraie, on n'en a pas parlé, c'est plutôt ça. Mais une vraie explosion, et dans ce cas-là, ça serait aussi problématique pour l'économie chinoise. Ok, très clair. Écoutez, on attend ça et donc c'est négatif, dans votre scénario de marché. Quelle est votre synthèse de la semaine ? C'est une synthèse positive avec des éléments monétaires, 3 éléments monétaires qui sont favorables. C'est tout simplement un phénomène de repli de l'inflation, de maîtrise de l'inflation, on va dire, par les banques centrales. On va dire que c'est les banques centrales, même si finalement, c'est peut-être pas forcément elles qui expliquent tout ça. Et donc, 3 points positifs du côté monétaire et 1 point négatif. Les troubles en Chine qui nous ramènent finalement, qui font un focus sur la situation très compliquée de la Chine aujourd'hui à tous les niveaux. Donc au total, plus 2 cette semaine. Ok, c'est positif. Une semaine plutôt positive. Et ça va ? Alors, vous allez bien ? C'est positif, c'est assez rare avec vous ? Ça va bien. J'essaie d'être le plus objectif possible. Oui, vous l'êtes, Eric, de toute façon. On a eu, dans les semaines précédentes, beaucoup de semaines négatives, et dans les mois précédents, je persiste et signe, je considère toujours que ceci justifie notre prudence sur les marchés. Nous considérons que l'évaluation des actions a beaucoup plus baissé que leur prix. Que le marché ne voit que le prix et pas la valeur des choses, qui est relativement normale, puisque la valeur est plus invisible, elle concerne le futur, puisque le fondement du prix de toute chose, c'est normalement sa valeur, et c'est les flux futurs, en tout cas en matière financière. En matière d'évaluation financière. Ces flux futurs sont affectés, sont moins importants, me semble-t-il, par tous les phénomènes qui aujourd'hui marquent l'actualité, et d'autre part, ces flux futurs sont actualisés à des taux plus élevés. Forcément. Et avec des primes de risque plus élevées. Donc tout ceci explique pourquoi donc, nous restons prudents sur le marché, même si effectivement on est dans une tendance haussière. Vous l'avez bien noté quand même. Auto-entretenue, puisque le trend following est effectivement une stratégie systématique qui est plus rentable, en tout cas à court terme, que les stratégies contrariantes. Très clair. Merci beaucoup, Eric, pour ces précisions, pour votre œil sur l'actualité monétaire beaucoup cette semaine et géopolitique, sanitaire.
également. Vous êtes président de Valcon Expertise et vous êtes avec nous tous les vendredis matins. Je vous en remercie. Merci beaucoup Eric. On va marquer une pause juste après, c'est notre point bourse. À tout de suite sur TV Finance.